Alors madame, lorsqu'on vous regarde comme ça, sourire, on n'imagine pas ce que vous avez vécu. C'est souvent comme ça, les apparences sont trompeuses dans la vie. Et chacun a une histoire. La vôtre est particulièrement touchante, étonnante et même incroyable. Vous avez, en deux mots, vous avez une, une fille qui a aujourd'hui 13 ans et qui est née autiste et qui semblait condamnée, qui a été déclarée d'ailleurs inévoluable, enfin, elle ne pouvait pas évoluer. Alors, dites-nous, cette petite fille maintenant, elle parle, elle est en cinquième. Oui, elle est même en quatrième. Elle est même en quatrième. L'année dernière, elle est rentrée en cinquième pour la première fois de sa vie, donc, et sans retard scolaire. Elle doit avoir 11-12 de moyenne et tout va bien. Et donc c'est vous qui avez joué Oui, les instits. oui, j'ai fait l'institutrice, j'ai fait aussi la psychologue, j'ai fait aussi l'orthophoniste, j'ai fait même la psychomotricienne, je ne sais pas si ça se dit comme ça, voilà. Parce que vous n'aviez pas de ressources, il n'y avait pas d'endroit pour elle. Non, j'ai cherché, je ne parlerai pas des centres, j'ai été dans des centres, mais ça ne me convenait pas, parce que moi je sentais quand même qu'il fallait une surstimulation. Ça me semblait évident, hein. C'est comme un champion olympique, s'il veut la médaille d'or, ben, il faut qu'il s'entraîne. Je cherchais ça, bon, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher, et finalement, à un moment, il a fallu se résoudre qu'on était vraiment seul. Bon, l'école, j'ai essayé, c'était pas du tout adapté pour elle. Ça m'a été une catastrophe, hein. Et puis on voulait pas trop de nous finalement, hein. Finalement, à un moment, je n'ai pas eu le choix que de la garder à la maison et je me suis dit, je vais faire ça comme un travail. Voilà. Et donc on a commencé avec le premier son. Voilà. Et en fait, j'ai pleuré sur son premier son, la première fois qu'elle a répété le son A. Donc elle n'était pas capable de Non, produire un son. non, et d'ailleurs, elle ne connaissait pas Et bébé, elle ne même pleurait pas. répéteur. En fait, bébé, elle pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps. Il n'y avait que le mouvement de balancier qui la détendait. D'ailleurs, je la balançais tout le temps dans une sorte voilà, de balancement. Sinon, elle semblait souffrir. Voilà, elle a marché beaucoup plus tard que les autres. D'ailleurs, je me suis battue pour qu'elle marche. Tout a été difficile, hein. Tout était, chaque geste simple qu'un enfant supporte, pour elle, c'était pénible. Même s'asseoir, elle tenait pas assise, voilà. Oui, dès le début, on a eu des signes qui montraient qu'elle aurait des difficultés plus tard. Vous savez, on regarde pas trop, hein, on s'habitue, surtout que c'était mon premier enfant. Je ne m'étais pas trop rendu compte, ou je voulais pas voir. Et par contre, je plaignais toutes les femmes enceintes, parce que je me disais, oh, la pauvre femme, je disais, ça va être tellement dur que. Voilà. Oui, on ne s'attend pas à ça forcément, quoi. Non, mais je ne savais pas jusqu'à ce qu'un neuropédiatre me dise qu'elle ne parlerait jamais, que tout serait difficile, qu'elle ne serait jamais normale. Voilà, là, quand on vous annonce ça, c'est un peu comme dans les films, vous savez, vous voyez la caméra qui. Vous savez, on essaie. Et c'est exactement ça. On entend une sorte de bruit, on est comme sourd, et puis on marche comme dans un autre univers, comme si. Il n'y avait aucun espoir, quoi. Là, non. Quand il nous l'a dit, là, bon, elle avait 3 ans et demi. Là, non, là, il n'y en avait pas. Non. Non. Il fallait se rendre à l'évidence qu'il y avait un grave problème quand même. Pourtant, je faisais déjà beaucoup d'efforts pour elle. Et oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé J'ai quand même essayé l'école, j'ai essayé le système. Je voulais qu'on la stimule parce que ça me semblait évident. J'avais même trouvé une orthophoniste qui ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Mais bon, voilà, elle essayait au moins. Pourquoi elle ne pouvait pas faire grand-chose? Parce que ces grilles, ces outils, ça ne marchait pas du tout. On n'arrivait pas à rentrer en communication avec Océane. C'était pas possible, elle était comme sourde. Mais par définition, un autiste, qu'il soit enfant ou adulte, on ne peut pas entrer en communication. Non, mais oui, déjà la mienne n'avait ni le langage, elle était comme sourde, et puis plein de comportements anormaux. Par exemple? Elle tournait autour des tables, on arrivait chez l'orthophoniste, elle faisait toujours les mêmes choses, tournait 2 fois, ensuite elle allait se mettre dans un coin, puis elle allait se cacher, Océane passait son temps sous les tables, voilà, des mouvements de balancier. Elle avait, voilà, elle a même fait, il y a eu un moment, elle commençait même à essayer de se faire mal. Là, tout de suite, j'ai enrayé ça.
Parce qu'ils ont quand même un visuel, là, quand elle a commencé à se faire mal, je l'avais attrapée très fort et je faisais un visage effrayant pour qu'à chaque fois qu'elle veuille se faire mal, ce soit une image encore plus douloureuse que le mal qu'elle voulait se faire. Ça, il fallait... voilà, tout était pénible, même de la laver, c'était une épreuve de force, j'étais épuisée, ma journée était épuisante, c'était épuisant. Puis il fallait tout le temps surveiller, puisqu'elle ne faisait pas attention à elle, elle pouvait rester regarder le soleil, se brûler les yeux. C'était quelque chose de tout à fait possible. Et elle mangeait? Alors, elle est restée longtemps sur le même aliment, une sorte de petite brique, là, chocolat. Voilà, on est resté des années là-dessus. Ensuite, c'est passé à autre chose, mais elle n'arrivait pas à associer les aliments. Voilà, c'était très très dur. Chaque aliment gagné a été une longue victoire. Je me souviens d'une fois, j'avais réussi un jus de pomme. Oh, j'étais contente. Et ils ont changé le packaging. Oh, ils ont changé le packaging, je pleurais dans le magasin. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça. Ah, parce qu'elle n'en voulait plus du coup. Ah bah non. Ah bah non, j'ai tout fait. J'ai gardé un vieux packaging que j'ai re-rempli. C'était fini. Non, c'était... Et il a fallu des années avant qu'elle... Mais elle ne goûtait pas, elle goûtait pas la... C'était comme des portes qui s'entrouvent et à ce moment-là, il faut vite s'y faufiler, vous voyez. Une porte qui s'entrouvre et c'est... Voilà, il fallait tout de suite coincer le pied entre deux portes et puis pas lâcher surtout. Et une fois que c'était rentré, voilà. Alors elle s'intéressait à rien non plus, elle voulait rien, jamais rien. Donc, puis elle n'avait pas non plus d'affection, vous voyez. J'avais pas de câlin d'elle. Mais vous lui faisiez des câlins? Ah bah oui, mais on se rend même pas compte. Ouais. Elle était tout le temps dans mes bras, moi je lui en donnais sans arrêt, voilà. Donc il y avait quand même une communication oui, physique et puis vous la sollicitiez. disons que si elle était mal, si elle n'était pas dans mes bras, elle bougeait. Voilà, elle ne supportait pas d'être prise par d'autres personnes, mais c'était pas, tiens, je vois maman. Ouf, je suis rassurée, je vois maman. C'est beaucoup plus confus. C'est parce que je sentais quand elle avait soif, quand elle avait faim, et pas elle vraiment. Donc voilà, je ne l'ai jamais vue me prendre comme ma petite dernière, prendre un petit peu, m'accrocher ou me prendre dans les bras. J'ai jamais eu ça avant. Avant, je savais même pas que c'était si gentil un bébé, qu'un bébé pouvait vous prendre dans les bras, avoir besoin de vous, vouloir vous tendre les bras. Moi, j'avais jamais les bras tendus. J'ai jamais eu. C'est formidable, un bébé qui vous tend les bras, qui veut être pris. Je trouve ça. Voilà, ça j'ai découvert ça avec ma dernière, mais jamais elle m'avait fait ça pour moi. Voilà, voilà, ça c'était les premières années. Et qu'est-ce qui vous a permis ou amené à continuer? Vous avez eu des signes où c'était... C'est incroyable ce que vous avez fait là. C'est une montagne. Qu'est-ce qui vous motivait? En fait, je devais peut-être pas être si heureuse que ça, et même si elle était difficile, c'est vrai que j'avais un amour infini pour elle. J'avais vraiment... elle était ma raison de vivre. Et quand j'ai compris sa fragilité, d'ailleurs, je me disais, il faut vraiment que je vive longtemps pour elle, voilà, parce qu'elle ne pourra pas dans ce monde-là. Et puis, il lui arrivait des malheurs. Et je me suis dit, à un moment, il faut qu'elle puisse au moins répéter quelque chose. À cette époque-là, je commençais à travailler les sons. Et je me suis dit, il faut au moins qu'elle puisse me dire quelques mots. Je me souviens, là, on était sur un tableau. C'était un tableau, tous les jours, on faisait un petit passage sur le tableau avec les lettres, puisqu'on avait commencé les voyelles. Et puis, à force de faire un petit peu tous les jours, on gagnait un petit quart de seconde de concentration, et puis un petit peu de son encore, voilà. Et puis, à répéter tous les jours. Bon, faut être patient, hein, faut des mois, des heures, voilà. Faut pas exiger des progrès. Alors, une règle super importante, et là, s'il y a des mamans d'enfantistes qui écoutent ça, il faut vraiment qu'elles sachent. On fait répéter une fois et on félicite même si c'est raté, si c'est nul. On félicite comme si c'était magnifique l'effort. Parce que si on dit non, recommence, on bloque. S'ils sentent, parce qu'ils comprennent pas les mots, mais ils sentent peut-être une forme d'énergie, la déception, je sais pas. Ils sentent quelque chose et ils n'ont pas envie de ressentir ça. Puisque il y a quelque chose de presque un petit peu animal, une sorte de quelque chose, vous voyez, c'est une sorte... ils ressentent comme les ondes, je pense, même si c'est pas dit, ils sentent si on exige trop d'eux et si personne n'a envie de ne pas être à la hauteur.
Personne, même nous, hein, on a envie. Voilà. Alors il faut féliciter parce qu'ils ont au moins essayé. Même si c'est pas ça, vous faites ah, on dit bravo, bravo, on félicite, on fait comme si c'était magnifique. Et donc même si c'est pas bien, voilà, jusqu'à ce qu'on commence à avoir quelques compromis, que le langage commence à s'installer. Et là on explique. Et là oui, là on peut commencer à plier un petit peu le cerveau avec de l'autorité. Mais avant ça, il faut amener l'enfant au premier stade de communication, au moins les débuts, qui rentre dans le monde, parce qu'en fait c'est son âme qui est bloquée dans un autre univers. Donc il faut donner envie à son âme de venir s'installer, puis il faut les mots, parce qu'en fait les mots sont essentiels pour exister. Hein, sinon, Et communiquer. Et communiquer, ouais. Pour se créer, voilà. Alors on a commencé aussi à faire des cahiers, elle a commencé donc à écrire, alors ça aussi on a dit que c'était pas bien, faire lire à quelqu'un qui n'avait pas la compréhension, apparemment c'était pas bien du tout. Enfin, bon, vous dites qui les spécialistes, les experts, vous lisez ça. Oui, on m'a dit non, on m'a dit aussi que j'en faisais un robot, voilà. Mais enfin bon, quand on n'a rien. Mais elle était un peu un robot. Oui. C'est quand même. Mais sauf que c'était un être humain. Oui. Elle était un être humain. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un neuropédiatre, j'étais contente, j'avais réussi à faire ça, et puis je lui dis, regardez, il me dit, madame, vous en faites un robot, et c'est vrai que et je me souviens, j'étais rentrée démolie, parce que c'était dur quand même, et je me suis dit, mais il a raison finalement. Vous voyez, c'est vrai. Et j'ai changé un petit peu, et là j'ai commencé à lui dessiner son cerveau. Et je lui montrais cerveau Océane, voilà. Et puis les petits bonhommes, ils étaient avec les papiers, ils n'arrêtaient pas de se cogner, et puis tous les papiers volaient. Vous voyez, ils n'arrêtaient pas de se cogner, c'est des petits bonhommes, j'aime bien dessiner, des petits bonhommes qui couraient, ils ne savaient pas où ranger, alors c'était très rigolo. Et je dis, bah voilà, nous, on range. Voilà, et donc on a commencé, donc on a appris des mots, ensuite on les a rangés par catégorie, vous voyez, dans le monde des chiens, on a réussi à avoir des mots, et ensuite on les a rangés par catégorie, on rangeait, les petits bonhommes, rangeaient les mots, vous voyez. Dans le cerveau. Dans le cerveau, on rangeait les mots, voilà. Ça vous l'avez inventé ou bien oui, c'est en lisant bah non, vous aviez des aides, des applis? Non, en fait c'est comme ça que je voyais son cerveau, des connexions qui se faisaient pas. Voilà, et puis c'était aussi le désordre, parce que moi j'admire les enfants autistes qui ont déjà des mots, qui comprennent déjà plein de choses. Et les parents ont déjà plein d'armes. Moi, même quand les mots ont commencé à arriver, c'était tout mélangé. Les mots, ils allaient en désordre. On lui parlait, ça n'avait pas de sens. Voilà, les gens lui parlaient comme si... Mais non, il fallait dire Océane. J'ai mis beaucoup de temps, même si on travaille tous les jours les pronoms personnels. Longtemps, j'ai dit maman, Océane, avec des mots simples. Les verbes conjugués qu'elle emploie, c'est parce qu'on les a appris par écrit. Jamais un verbe, voilà, on a travaillé longtemps le verbe être et avoir, parce que c'est la base. Les temps, on les a appris, elle les a appris à les utiliser par écrit. On a travaillé le passé. Le passé, j'avais fait des cercles, vous savez, pour les jours de la semaine, puisqu'elle n'avait pas de notion de temps, tout était... vous voyez, des cercles pour lundi, mardi, pour les jours de la semaine, et chaque semaine on changeait, soit on faisait un rond de rouge, et tous les jours de la semaine on faisait le même rond, soit un carré, vous voyez, on changeait toutes les semaines, même si ça ne semblait pas rentrer, il y avait une petite partie du cerveau, vous savez, qui commençait à... Et puis on faisait, quand l'écriture arrivait, tous les jours on mettait le jour de la semaine, voilà, on a fait les mois aussi, alors le changement de mois c'était quelque chose d'important aussi, voilà, et ça a mis des années à faire ça, puisque la notion de temps est extrêmement compliqué. Donc ça, voilà, on a mis, voilà, le temps, voilà, c'était un... Voilà. Et donc ces cahiers aussi, alors j'avais fait ces cahiers, puisqu'elle n'avait pas de mémoire, on n'hésite pas quand on n'a pas bien. Donc j'avais commencé à faire un cahier, je me suis dit, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors je l'entraînais à recopier, là, d'abord c'était à recopier, pour qu'elle reste assise, là c'était dur. Ça a été longtemps dur d'ailleurs, mais bon, on m'avait proposé la médicamentée, ça j'avais dit non. De la médicamentée? Ouais. Ah ouais, les professionnels. Et moi, ça, j'ai une cousine qui a eu des difficultés. Elle a lui donné des cachets pour qu'elle s'arrête, qu'elle reste sur place. Moi, je me suis dit, son cerveau il est déjà assez abîmé comme ça. Si en plus, je sais qu'il y a des enfants hyperactifs, ça aide, mais je pense pas que dans le cas de ma fille, c'était... non, ça fallait pas, elle était toute petite en plus. Donc non, on a été à... Bon, là, c'était... Mais j'avais déjà gagné de quelques compromis. Je ne me serais pas permis ça si il n'y avait pas eu quelques compromis, si j'avais pas un petit peu plié son cerveau, parce que j'aurais fait ça un peu plus jeune, un peu trop jeune, là, je la braquais complètement. Donc on a commencé à recopier les cahiers, et puis on achetait les chaussons, on dessinait un peu les chaussons, voilà. Et puis ça fixait pas encore, vous voyez, ça fixait pas, j'avais pas encore trouvé le bon truc.
Pourtant, j'étais sûre que j'étais pas loin. Les cahiers, c'était une bonne idée. Bon, par contre, il y avait des affiches partout dans la maison pour la construction des phrases. Voilà, et on répétait tous les jours le monsieur dans le bateau. Enfin, le monsieur. Il y a un bateau, le monsieur dans bateau. Voilà, voilà. Et j'ai vu que ça commençait un petit peu avec les semaines, les mois. Les mots commençaient un peu à rentrer. Elles bougeaient moins les lèvres. J'ai vu que, bon, même si elles ne pouvaient pas réemployer, ça rentrait un peu. Alors je me suis dit, mais bah, les cahiers, je vais faire pareil. Et j'ai commencé à faire des textes plus courts, tout court. Je l'avais entraîné quand même à pas mal recopier. Et des textes plus courts, racontant ce qu'on avait fait la veille, voilà, un texte très court. Et je commençais à répéter, en remimant la scène, en réexpliquant, voilà, pour que... Et je faisais ça sur un mois avant. Je répétais sur tous les textes d'un mois avant. Donc c'était tout ça, toute la matinée était consacrée à ça. D'ailleurs, elle n'allait pas à l'orthophonie, c'est moi qui ai eu besoin, j'étais à fun le soir, il fallait que j'apprenne à respirer. Voilà, et donc on a fait ça des années. Et vous travailliez matin et après-midi? Ah oui, comme à l'école. Mais le matin c'était devenu répétition, parce que l'important c'était la mémoire, c'était qu'elle existe. Finalement le scolaire, même on en faisait, mais franchement c'était plus facile. Moi, il fallait que son cerveau se resserre, que son cerveau voit des scènes et qu'il puisse me coller des images, des mots, des verbes sur ces scènes. Voilà, donc on s'est entraîné et puis bah, il lui arrivait jamais, comme nos activités là, des fois des choses tristes. Bah, je redessinais les enfants qui n'avaient pas été gentils, les scènes, et puis je la voyais, je la faisais. Même si elle n'avait pas l'air d'avoir senti, je la montrais triste, parce que c'est pas parce qu'ils ne montrent pas qu'ils n'ont pas ressenti. Vous voyez? Donc, vous avez découvert tout ça au fur et à mesure. Parce qu'elle est régressée un peu. Pourtant, elle n'avait pas l'air d'avoir souffert de ça, mais donc j'ai vu qu'ils ressentent beaucoup les choses. Donc on dessinait, et je voyais ça triste, mais je trouvais toujours une solution. Beaucoup travaillé. Et on avait fait aussi, j'ai mis des graduations, des barres de niveau. Et voilà, pour les mots, par exemple. Donc on gagnait des mots, on montait la barre. Voilà, ensuite on a commencé à avoir plus de choses, plus de mots, donc la compréhension, on avait une barre pour la compréhension, on avait une barre pour les maths, parce que là les maths, on a aussi travaillé beaucoup, puisqu'un psychiatre m'avait dit que jamais elle ferait un exercice, mais moi assez tôt, j'ai commencé le 1 plus 1 égale 2 et on est resté mais des mois sur des choses aussi simples, le 1 plus 1 égale 2, ensuite on a commencé les soustractions, on est resté des mois dessus parce qu'en fait ces opérations si simples sont la base de la réflexion. Toutes ces opérations mathématiques, et après j'ai associé des choses avec le plus, voyez, voilà, dans la réflexion même avec les mots, voilà. Donc on est resté longtemps, elle a mis du temps à comprendre, mais après voilà, voilà, donc et finalement ça a commencé comme ça, la musique de la langue a commencé à rentrer doucement avec nos situations, voilà. Et alors elle évoluait comment? Elle parlait de plus en plus ou là encore à ce stade avec le cahier, on a mis des années, tout était mélangé. Mais j'ai pas faibli. Bon, je voyais les gens. Limite, c'était mieux quand elle disait rien, parce qu'on croyait qu'elle. Mais quand elle ouvrait la bouche, là, ça faisait peur. Mais ça devait quand même être assez terrible, quoi. Qu'est-ce qui vous. Eh ben. Bon, l'amour infini, d'accord, je comprends, mais. Je gagnais des victoires. Vous savez, c'est dur de subir. Mais quand on commence à gagner un mot, ça devient une aventure qu'on vit avec l'enfant. L'enfant. C'est comme si vous le mettez au monde, deuxième fois, il découvre un univers. La première fois qu'elle a compris une phrase d'humour, ça a été, c'était magnifique. Elle a ri et elle m'a dit, Océane veut humour encore. J'ai travaillé dur. On avait sorti des blagues très simples. On s'entraînait à. Comment vous définiriez l'humour là? Parce que à ce stade-là, qu'est-ce qui l'a fait rire? On ne sait pas, parce que le rire, on ne connaît pas. Il y a des grands, c'était des grands spécialistes. Petit jeu de mots. C'était même pas un jeu de mots, c'était quelque chose d'un petit peu bébête. Mais quand on n'a jamais rien eu, et même quelque chose de bébête, c'est extraordinaire. Hein, une fois aussi, là, elle était déjà beaucoup plus grande. Il y avait des enfants qui étaient venus à la maison et elle était autour de la table. Et puis ils ont dit un gros mot, mais moi je l'ai même entraînée à comprendre les gros mots. Hein. Et elle avait compris le gros mot. Elle a ri parce qu'elle avait compris, et tout le monde riait de la bêtise, c'est le gros mot qui avait été dit dans le... Et elle avait ri, mais elle avait ri peut-être plus fou que les autres, parce que c'est la première fois qu'elle comprenait qu'un mot que les autres... Voilà. C'était à quel âge ça à peu près? Alors là, je sais plus trop, ça devait être 9 ans, 8-9 ans. Oui, donc elle n'avait plus 5 ou 6 ans, quoi. Non, déjà on travaillait dur, mais les progrès, ils étaient... Ouais. Vous savez, c'est comme on a un mot, un deuxième pour expliquer quelque chose, un troisième.
Quatrième, et plus on a de mots, plus on peut commencer à compliquer. Les plus durs, c'est les premiers mots. Enfin, c'est même les premières années, puisqu'il faut déjà qu'ils rentrent bien ces mots-là. Et il faut répéter, revenir sur les choses. Et puis la langue française, elle est complexe. Et puis il y a des doubles sens. Oh, alors vous voyez, alors faut travailler les doubles sens. Et voilà, non, ça a été long. Par contre, le fait qu'elle ait appris le monde par l'écrit, après, elle s'est mise à aimer la lecture. Et donc, à partir d'un certain âge, elle a fait toute seule ce travail. Et la socialisation, parce qu'elle n'avait pas encore de petite sœur, elle n'allait pas à l'école, ça se passait comment? C'était impossible de la socialiser. De toute façon, on ne peut pas se socialiser quand vous n'avez pas de langage. Non, mais je veux dire, elle n'allait pas, par exemple, à la danse ou non, pouvait rien faire. Pas bien. Si, je l'ai amenée, mais ça n'allait pas. Si vous voulez, quand on n'a aucun moyen de communication, même pas la compréhension des signes, c'est peine perdue. On me dit la socialisation, c'est la destruction, parce que elle apprenait juste à subir des regards de peur. Ça, vous voyez, quand vous voyez tout le monde vous regardez comme ça. Et ça, ils le sentent, ça, j'imagine. Ah oui, ça. Vous évoquez l'instinct animal. Elle ne voyait pas tellement, mais quand elle voyait, je préférais. Souvent, je me dis heureusement, elle ne voit pas. Mais quand elle voyait, c'est pas souvent, mais vous voyez, c'est quelque chose qui pénètre. Donc oui, non, il a fallu vraiment commencer à avoir quelques mots. Il faut vraiment partir de la base. Les gens qui disent qu'il faut les socialiser, maintenant il faut d'abord leur donner des armes. On ne peut pas amener un soldat se battre sans la moindre arme. Il va se faire massacrer au combat, c'est tout. Donc non, je pense qu'il faut vraiment donner des bases à ces enfants-là avant de les envoyer. Et il faut être là à gérer les débuts de socialisation aussi, pour pas que ce soit après quelque chose de trop anxiogène. La petite sœur est arrivée, elle a 5 ans d'écart. Et finalement, donc j'ai gardé la petite sœur aussi à la maison, puisqu'elle était... parce que déjà, elle m'aidait. Ça me faisait du bien d'avoir un enfant qui allait bien. Je la prenais dans les bras, voilà, ça m'a donné de l'énergie. Et puis, les mots sont arrivés aussi en même temps qu'Océane. Je me souviens que pour l'écoute, alors ça, je ne sais pas si c'est bien, mais on était beaucoup dans le rire. Voilà, on était tout le temps dans le rire, je faisais tout le temps, tout le temps comme ça, un petit peu, je faisais rire les deux. Et Océane n'arrivait toujours pas à écouter. Alors j'ai fait des exercices un peu barbares pour l'apprendre à écouter, des choses, oui, non, où je faisais un geste, est-ce que tu entends? Non, t'entends pas, et il se passait quelque chose qui pouvait lui faire peur, vous voyez, l'entraîner à oui ou non. Il y a aussi un jeu idiot, c'est la petite sœur d'ailleurs qui arrivait bien au début, entendre les gros mots. Voilà, on n'avait pas le droit de dire des gros mots, mais elle n'entendait même pas. Mais la petite sœur, puis on disait, oh là là, on a dit un gros mot, mince, voilà. Et donc elle s'est mise à écouter, puisqu'elle voyait la petite sœur, elle sentait que c'était le jeu, voilà, c'était les débuts de l'écoute. Parce que même si les mots rentraient, il fallait vraiment que je l'entraîne à répéter les choses, mais spontanément écouter sans que je concentre mes énergies sur elle, c'était difficile. Voilà. Mais c'est vrai que le travail est devenu une sorte de quotidien. On en avait besoin tous les deux, et puis des moments de joie, des moments de tristesse. Puis quand on avait une victoire, j'étais heureuse, la prenais dans les bras, et puis elle sentait, vous voyez, elle était fière. Et la petite sœur participait à... Oui, la petite sœur, de toute façon, elle a tout de suite trouvé sa grande sœur géniale. Voilà, donc c'était important. Puis je faisais parler la petite sœur, même si elle n'avait pas les mots. Elle se prénomme comment? Elle était pas contente. Enora, je faisais, Enora, elle n'est pas contente, je fais travailler, voilà. Enora, par exemple, pour les chiffres, c'est 1, 2, 3, c'est une sorte de cadence, alors on se mettait d'un bout à l'autre de la pièce. Moi, je prenais Enora dans les bras. Et puis on faisait la marche militaire, 1, 2, 3, voilà, et puis on se croisait, voilà, puis dès qu'on se croisait, Enora, puis on riait, voilà, comme ça, pour rentrer l'idée de cadence, les nombres, les chiffres. Mais quand on vous entend, on se dit, mais c'est merveilleux, il y a des solutions pour les autistes. C'est pas comme vous a dit le neuro... pédiatre. Le pédiatre. Oui, il y en a d'autres. Il vous a pas dit non, il n'y a rien à faire. Psychiatre aussi. Mais cette méthode empirique, mais qui est celle de la vôtre, et qui est sans doute unique, mais elle ne peut pas être appliquée ailleurs. Ah mais si, mais je suis sûre. Parce que moi j'ai vu des enfants, j'ai eu l'occasion de croiser des enfants moins touchés que la mienne, et je voyais qu'ils étaient à un certain stade que j'avais passé avec ma fille. Seulement, vous savez, c'est comme gravir une montagne, il faut mettre le premier pas, il faut déjà bien déterminer où situe le problème et arriver à commencer à la source. Vous voyez, par exemple, moi je n'ai pas de son, il faut commencer par un son, mais c'est l'enfant qui comprend déjà les sons, on travaille les mots, l'enfant qui a... Et puis surtout, lui montrer ce qu'il est.
voyez? Parce que vous, quand vous êtes, je sais pas, imaginez-vous avoir un handicap et faire des choses qui dérangent les autres. Même si vous ne vous rendez pas compte, mais vous aimeriez que quelqu'un vous le dise. Alors moi, j'ai commencé à montrer à Océane. Ça, regarde, Océane a fait ça. Les autres, ça fait peur, tout ça. J'ai commencé à faire ça. On s'est entraîné à plus les faire. On s'entraînait à regarder dans les yeux. Même la bise, puis il a fallu que je lui explique pourquoi on se fait la bise. Tous les codes, on n'avait pas. Et puis s'entraîner, on faisait du théâtre aussi. Voilà comment il faut être. Voilà, on s'entraînait à se tenir debout, à être cool ou des choses comme ça. Il a fallu, voilà, il fallait partir de ce qui faisait peur aux autres. Voilà, ce qu'il faut changer. On se met à la place de l'enfant et je voudrais pas être ça. Je voudrais pas être comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, et donc le visuel, l'intérieur, voilà, tout changer. Et puis il y a tellement de choses à faire. On avait travaillé le scolaire, on avait travaillé la répétition, voilà. Bon, on travaillait après justement les codes, on travaillait un peu les maths, voilà. Je commençais par le plus important d'abord, c'est-à-dire travailler la mémoire, la répétition, c'était l'essentiel, parce qu'on attaquait clairement le handicap. Voyez, pour que les mots travailler pour que les mots ne se mélangent pas, que les images puissent prendre forme dans des mots. Et après, le moins important, c'était le scolaire. C'était à la fin, on s'en fiche. Mais bon, ça ne l'a pas empêché tous les ans de passer. Il y avait une inspectrice qui venait tous les ans, qui venait voir le travail d'Océane, voilà. Et on a réussi à maintenir et à réussir à passer tous les ans. C'est là. Et comment ça se passe quand un enfant ne va pas à l'école? Normalement, l'école est obligatoire. Bah écoutez, pour tout le monde, il y a des dérogations? Je suis prof, je ne savais pas que je pouvais vivre sans l'école. Et en fait, oui, c'est possible. On peut garder son enfant à la maison. Il y a juste une inspectrice qui vient en fin d'année. Voilà, qui d'ailleurs m'avait fait un bel hommage la dernière année, qui m'avait dit qu'elle me félicitait. Voilà. Ça m'avait touchée parce que j'avais gardé une sorte de peur envers l'école, des rancunes vis-à-vis de mes premières expériences pour Océane. Et puis ça m'avait un petit peu réconcilié de voir tant de sympathie de cette personne. Voilà. Donc vous étiez entouré quand même, il y avait l'inspectrice. Ils viennent en fin d'année. Il y avait votre fille. Il y a un jour, ils viennent un jour ou deux, voilà. Ouais. Et, ils avaient vu, ils n'avaient pas besoin d'inspecter, ils voyaient, de toute façon je sortais les cahiers, on voyait que je faisais de mon mieux. Moi je passais mon temps à aller dans les grandes surfaces quand je faisais les courses, à aller voir les cahiers scolaires. Moi j'ai calé dans les programmes. Hein. Là c'était une obsession, il fallait que je regarde les programmes scolaires. Et puis je regardais les cahiers d'exercices, de simulation, les labyrinthes, tous les livres qui pouvaient, voilà, et puis je les dépiotais, voilà, parce qu'il y avait des exercices qui n'étaient pas adaptés à Océane. Je dépiotais ce qui était important à ce moment-là, je gardais ce qui était après pour après, voilà, je me disais ça dans 6-7 mois, voilà, et puis quand je trouvais des exercices fabuleux, alors j'étais comme si j'avais le plus beau cadeau de Noël, j'étais, voilà, des jeux voilà, voilà, et puis associer les mots, les lettres, voilà, on était toujours... Voilà. Et je faisais en fin de journée des exercices plus faciles, voilà, pour qu'elle parte avec un sentiment de réussite. Voilà. Donc c'est quand même très élaboré tout ça. Ouais, je sais pas. Finalement. Au début c'était, après ça devient un peu une passion. C'est ça que je voulais dire aux parents, c'est que même si au début ça semble impossible, quand on commence à voir, déjà ça fait du bien d'avoir quelques petites victoires, même si ça met du temps, faut tenir. Ça soulage, parce que dans cette souffrance de voir son enfant aller si mal. Ça devient des petits moments de joie et puis on en envie d'autres. Même si c'est long, on va les perdre, ils vont revenir. Et puis vous savez, c'est comme un enfant qu'on entraîne voilà. Vous entraînez aussi à devenir éducatrice. Voilà. Et puis finalement, ça devient un principe de réalité qui s'impose. Voilà. Encore faut-il avoir les outils et puis la motivation et tout le reste. Je voulais qu'elle parle. Je voulais qu'elle puisse me répéter quand lui arrivait quelque chose. Je voulais ça. Et puis, vous êtes quelqu'un d'obstiné, de têtu? Alors là, c'est le défaut. Écoutez, j'ai même travaillé en Corse et il m'appelait la têtue. Pourtant, c'est des Corses. Alors vous devez être bretonne, vous? Oui. Ah oui. Oui, je suis bretonne. Ouais, et ils D'accord. n'avaient jamais vu. Et déjà dans ma famille, même partout, j'étais considérée comme. Et bretonne d'où? Parce qu'on est. De Brest. Ah oui, c'est encore une race à part. J'étais plus têtue mais ça a toujours été mon défaut parce que c'était souvent têtue, mais têtue. Et c'est la première fois que ce défaut me sert à quelque chose. Mais la première fois. Têtue, mais pas bornée. Là, je l'ai été parce que si j'avais écouté les autres, les gens qui savent, j'aurais pas réussi à avancer. Là,
Là, j'ai... Donc en fait, c'était votre enfant, vous vouliez qu'elle parle. Oui. Et puis, rien ne j'avais pouvait vous l'intuition, arrêter. quand je travaillais avec elle, il y avait des moments forts où je me dis, mais oui, j'ai trouvé la solution. Je suis sûre que c'est ça qu'il faut faire. J'ai vu des méthodes où ils se relayaient tous, mais comment, quand tout le monde, par exemple, se relaye, comment on sait le progrès de l'enfant, vous voyez Ouais. Parce que pour communiquer, il faut quand même connaître les mots qu'elle comprend. Quand il y avait quelqu'un qui lui parlait, il lui Il faut parle. le suivi, quoi. Ouais, ça choquait. Alors elle pouvait faire semblant de faire ça. Alors la personne était contente, elle a compris. Moi, je repassais derrière. Je voulais pas qu'elle fasse semblant de comprendre. Et ça, j'étonnais la personne. Je dis Océane. Et je reprenais des mots. Océane. Dame dit. Et tout d'un coup, la dame comprenait que Océane n'avait pas du tout. Je voulais faire montrer à Océane qu'elle ne devait pas faire semblant. Et ça, j'étais impitoyable avec elle. C'est-à-dire que, parce que c'est facile, on a tous envie, vous savez, de faire ça. Comme ça, la personne, elle vous sourit, voyez. Ah oui. Mais non, moi, il fallait absolument qu'elle comprenne que quand elle dit ça, ça peut être grave, ça peut avoir un impact. Donc, non, je repassais derrière et tant pis. Bon, devant les enfants, je faisais pas trop, pour pas qu'elles soient humiliées ni rien, mais devant les adultes, il fallait absolument. Bon, il y a des adultes qui faisaient des réactions aussi bêtes que les enfants. Mais il fallait qu'elle comprenne qu'il fallait absolument que cette machine se mette en route. C'est comme un rouage qui a du mal à tourner. Déjà, il faut les mettre en place. Et après, il faut le forcer, il faut pas hésiter. Et puis, ça vient, même si ça semble vraiment impossible. Je comprends que les gens aient douté. Une fois, il y a une activité, il y a un groupe de parents qui était venu me voir, parce que moi, je m'isolais. De toute façon, on ne voulait pas trop de moi. Voilà, hein, c'est un enfant handicapé, c'est comme si c'est contagieux. Donc, et puis le fait de la garde à la maison, ça me marginalisait encore plus. Enfin, Ouais. bon. Donc vous étiez la mauvaise mère, quoi. Ah non, bah ouais, la mauvaise mère, et puis un peu bizarre, tout le temps à veiller. J'étais aux activités pour voir qu'on lui fasse pas de mal, parce que je savais l'impact, ça me faisait régresser dans le travail. Donc j'allais dans mon coin, et une fois ils sont venus en groupe de parents, et puis ils se sont dit, on s'inquiète pour toi, Florence. Tu sais que ta fille sera jamais... on s'inquiète, hein, tu sais. J'avais dit, ouais, je lui ai dit, oui, je sais, je pouvais même pas dire j'y crois, parce que mais j'avais pas besoin qu'on me rappelle dans quelle situation... Bon, aujourd'hui, ces personnes sont un petit peu étonnées de voir Océane si bien. C'est arrivé qu'on vienne me voir, on me dit, j'en aurais jamais cru. Quand il y a eu un premier article dans le journal qui est sorti, il y a une maman qui a vu Océane, c'est à l'époque à l'école maternelle, qui m'a touchée, parce qu'on me voyait en train de... on m'avait permis d'être un peu à un moment de la récré, alors la mienne était comme ça à la récré, et moi je la prenais juste sous le bras et je courais avec les enfants. Alors elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle riait un peu, c'est juste pour que ce soit moins lourd sa journée, vous voyez. Et je sais que les parents se sont dit, toute cette énergie déployée. Et vous aviez... Et j'ai reçu un mot de cette maman qui m'a dit, vous avez eu raison. Bah oui, après coup, évidemment. Bon. Oui, ça m'a fait du bien, parce que à l'époque, c'était... Mais et vous-même, pendant ces années, j'imagine que c'était les premières années les plus dures, peut-être. Enfin, elles étaient dures autrement qu'après. Pas de la même manière. Quand j'ai pris la décision de garder à la maison et que j'ai arrêté avec le système, d'essayer de me battre, d'essayer de m'isoler un peu, j'ai commencé à respirer. J'ai commencé à respirer pour plus subir ces regards, soit de pitié, soit de... Voilà, c'est dur, hein. Quand tout le monde vous renvoie l'image de ce que vous êtes, peut-être. Voilà, il faut vivre dans l'espoir. Moi, travailler sans espoir, c'est inhumain. Voilà, on a besoin de... Oui, mais croire. l'espoir, ça ne tombe pas comme ça. On l'a en soi ou on ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui portent le désespoir. Bah écoutez, en fin de journée, je vous cache pas qu'en général, j'étais déprimée. Hein. En fin de journée, Et alors, vos espaces de ressourcement à vous, personnellement, comment vous vous ressourciez? Ou alors vous... Quand je dormais le matin, j'étais un peu rechargée, mais j'étais souvent vide. J'étais quand même souvent vide, parce que justement, il n'y avait personne qui avait pu me dire, ni dans les médecins, que c'était possible. Mais par contre, dès que je voyais un médecin, je posais toujours cette question, mais est-ce qu'il y a eu un cas Puis à chaque fois, et c'est pour ça que j'ai envie de communiquer, pour que ces mères qui sont comme moi se disent, c'est possible, puisqu'il y a eu au moins un cas. Vous voyez, ce sera moins dur pour elle de se lever le matin. Mais il est gagné définitivement? Vous considérez que ça y est, elle est comme tout, enfin on est tous différents. Elle aurait voulu être astronome, bon elle a compris, elle voudrait un métier bien payé, avec plein de vacances. Finalement elle est très normale. Elle devient très française, excusez-moi. Voilà, voilà, et oui, elle devient, voilà, elle est...
Et bon, elle a un petit peu de mal parce que bon, elle est rentrée qu'en 5e à l'école. Il y a encore des fois, elle est un petit peu dans la lune. Mais, non, elle a des copines, elle va dormir chez les copines, elle laisse pousser sa mèche, elle est dans le coup. Elle aime bien des. Elle fait du sport, elle a des activités. Oui, bon, c'est sûr, c'est la lecture. La lecture, c'est son truc. Ah ouais. Ah oui, D'ailleurs, c'est un peu les mangas maintenant. C'est bon. Elle se lève très tôt pour aller lire les mangas un peu interdits. Je pense que c'est tout à fait normal. Je suis contente. Complètement. Si on m'a dit ça, d'ailleurs, je suis contente. Ouais. Autant elle n'a jamais eu envie de quoi que ce soit, autant elle dort. Elle se lève très très tôt hein, pour aller sur l'ordinateur et lire ses mangas. Voilà, elle aime les parce qu'elle pianote. Ah ouais. Ah non, mais là, puis d'ailleurs, depuis 2 ans, je n'ai plus touché ses doigts. En fait, je l'ai décidé de ramener à l'école parce qu'elle était devenue autonome et qu'elle se corrigeait seule. Et là, j'ai compris, même si j'aurais voulu rester dans ce système protecteur où je maîtrisais, vous voyez, j'ai compris qu'il était temps qu'elle y aille. Parce qu'à partir du moment où elle se corrigeait coupé le cordon un peu. Oui, ça a été terrible. En fait, j'ai eu, c'est comme les anciens otages. Quand ils très dur, ouais. Dans une sorte de pression, vous avez été pendant des années. Là, moi j'ai déraillé l'année dernière, un petit peu. Puis j'avais écrit, j'ai écrit pour aller mieux. J'ai fait une espèce de manuscrit sur l'histoire de ce que j'ai raconté. Voilà, parce que j'ai un petit peu déraillé. J'avais besoin de vider ça, de vivre toujours dans cette peur, de se dire d'être marginal, de travailler sans cet espoir, voilà, et quand tout s'arrête, c'est comme si on était dans le vide. Et pourtant, de toute façon, je l'ai toujours entraîné à l'autonomie. Hein. Je disais bon, quand il ira à l'école, ça, on fait pas ça, on dit pas ça. J'étais toujours dans cette idée qu'elle sera autonome, toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment, et la petite sœur est allée aussi à l'école. Elle n'avait pas connu non plus. Elle est arrivée en CE2, ouais, CE2. C'était un petit peu dur aussi pour elle, parce que nous, on était dans un monde où on expliquait tout. Voilà, tout était expliqué, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. Voilà, oui, finalement, il n'y avait pas. Voilà, elle est arrivée, bon, les enfants, c'est des enfants, hein, ça pas tellement. Ça travaille pas avec la raison, ni avec la logique, et elle a été étonnée de voir un petit peu, voilà. Maintenant, ça y est, elle s'est bien réadaptée, mais c'était un petit peu le moment, un petit peu. De transition et puis maintenant je leur laisse beaucoup d'autonomie, je coupe de plus en plus cordon maintenant d'ailleurs elles sont contentes quand ils sont... Et Océane, vous pensez qu'elle a conscience de tout ce que vous avez fait pour elle? Est-ce qu'elle vous témoigne de l'affection, ce qu'elle ne faisait pas au début, et est-ce qu'il y a de la reconnaissance ou elle ne se rend pas compte? Voilà, c'est comme ça. Non, on a un lien, tous les trois, on a un lien exceptionnel. Ça, c'est sûr. On a vécu tellement ensemble, tous les trois, que y a quelque chose. Et si elle s'est un peu rendue compte, bon, des fois, elle plaisante un peu quand je lui dis de se taire, parce que c'est une ado, mais non. Hein. Et puis, en plus, on a beaucoup travaillé les codes, les règles, parce que moi, j'aime beaucoup les droits de la femme, vous voyez, la justice, enfin bon, je suis dans les... Et donc, j'ai beaucoup travaillé ça, sauf que ça... Elle aussi, elle me fait et puis elle me dit attends, ça c'est pas juste, non, je serai pas ton esclave. Enfin bon, j'ai dit on a des droits, mais on a aussi des devoirs, on va m'aider. Voilà. Il faut négocier, quoi. Ouais, faut négocier. Non, on est beaucoup dans le dialogue, et puis mais des fois je suis obligée de la faire taire aussi, parce que si elle veut l'ordinateur, elle va un petit peu embêter, sachant qu'on va s'aider, elle est comme n'importe qui. Et je lui dis de se taire, elle me dit t'es capable de m'apprendre à parler, maman. Elle me le dit, voilà, on rigole de ça, voilà. Est-ce que vous avez été contacté par des spécialistes qui ont eu vent ou qui ont pu observer les évolutions? Est-ce qu'on vous a interrogé? Est-ce qu'on vous a regardé ce cas d'espèce écoutez, unique? Je suis contente que vous me parliez, parce que quand j'ai vu des gens même spécialistes de l'autisme, je leur ai dit tenez, dites-le aux parents qu'on peut faire ça. Parce qu'il y en a une qui m'a demandé mais comment vous êtes venus quand même. On m'a quand même posé des questions. Hein. Mais je dis dites-leur, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous savez, je crois que tout le monde est un petit peu en train de se battre pour être celui qui trouvera peut-être, je sais pas, des solutions, tout ça. Et il y a un problème de communication en France. Il faudrait vraiment qu'on récolte toutes ces informations de ces différentes mamans, parce qu'il y en a d'autres comme moi, c'est sûr, et qu'on crée un petit peu une méthode avec toutes ces personnes qui ont l'expérience. Voilà, parce que c'est pas... je me souviens, j'avais parlé à cette personne, je lui ai dit tiens, dans telle situation j'ai fait ça, elle me dit ah oui, on avait pensé un peu, ils étaient une équipe.
Mais une équipe, vous savez, quand vous vivez au jour le jour avec votre enfant, vous vivez dans les tripes, vous êtes dans son âme, vous finissez par rentrer dans son âme, parce que les quelques mots de communication, finalement, vous rentrez dans sa pensée, vous devenez l'autre. C'est pas pareil que quelqu'un qui est à l'extérieur et qui va se dire d'une manière froide et mathématique, on fait ça dans telle situation, on fait ça dans telle situation. C'est pas le même raisonnement, je pense, c'est pas la même méthode. Alors, Florence Pézenec, vous êtes quand même quelqu'un de singulier, puisque bon, voilà, apparemment tout va bien là maintenant, enfin bon. Et puis vous trouvez rien de mieux que de vous lancer dans d'autres entreprises, et notamment l'organisation d'un grand concert à Auxerre Expo en faveur des restaurants du cœur initialement. Oui, c'était pour une association de danse, on avait pensé faire ça, puis ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Voilà, et seulement j'étais allée tellement loin, je m'étais tellement engagée que bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de parole. J'ai décidé de continuer pour la personne qui avait pris des engagements auprès d'artistes. Et cette personne m'a dit d'ailleurs, fais-le pour ta cause, pour ton histoire, puisque quand on voyait ma détermination au téléphone, on me demandait mais qui êtes-vous? Parce que c'est vrai que je suis assez... Voilà, puis alors je lui disais, mais vous travaillez, vous faites quel métier? Après, je lui dis, non, je vais pas travailler, j'ai fait... Voilà, on me posait des questions, on me dit, je te suis, puis j'avais eu des partenaires aussi avec ma personnalité, parce que finalement, ça vous transforme aussi, hein. Ces années enfermées, il y a un moment... c'est vrai que ça vous change. Hein. Après, on n'est plus la même personne, on a une sorte de détachement, une sorte de personnalité, puis à force de combattre ce qu'on vous dit être impossible, à la fin, ça vous forme un esprit un petit peu. Déjà que j'étais têtue, bon là, ça m'a pas arrangé, c'est sûr. Hein, là, alors, et donc, j'ai pris cette décision. J'ai monté cette association qui n'existe que depuis le 20 décembre, donc c'est tout. Elle s'appelle comment? Au nom de tous les autistes. Au nom de tous les autistes. Oui, en fait, c'est le nom que j'ai donné au manuscrit que j'ai écrit. Voilà, au manuscrit, d'accord. Voilà. Et que vous allez publier peut-être? Bah oui, mais j'étais pas contente de la fin. Par contre, je suis en train de l'écrire parce que j'aime pas les histoires qui finissent mal. Et en fait, même si l'histoire finit bien puisque ça ne va mieux, là, finir par un concert, voilà, il y a quelque chose un petit peu magique. Voilà, c'est une fin un peu à l'américaine. Voilà, et j'aime bien. Happy end. Ouais, voilà. Et puis écoutez, il y a tellement de non happy end que bon, oui. Il faut se réjouir. Bah oui, parce que pendant des années quand même, normalement là, il n'y avait pas de happy end. Hein, donc comme quoi, il faut vraiment s'accrocher, il ne faut pas perdre espoir. Là, ce concert, donc, il y a des artistes qui viennent. Alors, la date. C'est le 31 janvier. Parce qu'on va 2015. Vous faire un peu de pub, là. Ouais, c'est gentil, ouais, parce que, en fait, ce concert, c'est un peu comme le cas de scène. Normalement, en si peu de temps, c'est impossible. En si peu de moyens, c'est impossible, parce qu'en fait, on n'a pas de moyens. Je trouve des coups de main partout, mais voilà, c'est terrible. C'est encore un stress. Écoutez, vous avez des moyens, puisque vous les avez pris en vous, oui. Et dans votre tête et votre cœur, oui. Pour transmettre ce que vous saviez, pour éduquer, pour sortir de sa léthargie, en quelque sorte, de son sommeil, votre fille Océane. Oui, c'est comme donc oui. Voilà, là, le concert, il va se faire. C'est fin janvier? C'est dans quelques jours. C'est-à-dire le 31 janvier. 31, c'est à quel jour? Un samedi? C'est un samedi soir. Samedi soir, Auxerre Expo, ouais. 31 janvier, à quelle heure? À 20h, pour venir un peu plus tôt. Et j'ai mis le prix du billet à 10 euros. 10 euros? Oui. Donc pour la cause, la recette va pour l'association, voilà. J'ai déjà oublié le nom. Au nom de tous les autistes. Au nom de tous les autistes. Ouais. Et alors, mais pourquoi? Alors, d'accord, on va y aller, on a envie de donner 10 euros pour la cause. Mais pourquoi irait-on là? Pour voir un spectacle? Mais de quoi s'agit-il? De jongleurs? Ah non, c'est des chanteurs qui sont connus. Bigali, il est connu dans le monde entier, c'est un Américain. Bigali? Oui, Bigali. On a Dry. Et en fait, maintenant, c'est très connu, c'est Watibé. Moi, j'ai vécu enfermée, je suis en train de découvrir ça. Je suis allée les voir à Amnéville, les Watibé, et j'ai vu 10 000 personnes, tout âge confondu, à vibrer sur leur musique. Et il y avait des petits, des grands, des personnes âgées, et voilà, en ce moment, c'est des chanteurs connus de la chaîne
Énergie 12, voilà. Donc on a Dry, on a Chen Sekai, qui est le petit frère de Maître Gims aussi, c'était son connu. Hein. On a Charlie Bell, première signature féminine de Watibé, Linda, deuxième signature. Voilà, on a Soraya, il y a 2 jeunes chanteurs-rappeurs, voilà, qui viennent aussi. On a Sultan, voilà. Bon, c'est des personnes assez connues. Combien au total? On a plus que ça, parce qu'on a aussi des people qui viennent l'après-midi. Des gens, les ch'tis, je ne sais pas si vous avez regardé. Oui. Ils viennent, ils ont tous, c'était émouvant au téléphone. Hein. Ils disent on vient à Florence, alors ils se débrouillent avec leur voiture et tout. C'est vraiment. Oui, il n'y a pas de cachet, quoi. Non, voilà. Les frais, quoi. Il y a un petit. La plupart viennent gratuitement, certains, bon, il y a un petit quelque chose. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut aussi que je remplisse cette salle. Parce que, Ils vous font combien de personnes pour que vous boucliez, enfin pour que ce soit valable? Écoutez, je pourrais respirer si j'avais 1000 personnes. Hein. Oui. Si j'avais 1000 personnes, c'est possible. Normalement, avec les personnalités qui viennent, il faut juste une bonne publicité. Alors, mais vous faites de la pub si vous... Ah oui, tout en catastrophe, mais j'ai eu droit, grâce à la communauté de communes et le conseil général, ils m'ont permis un affichage dans la ville. Tout le monde aime un peu. Je suis assez touchée. Voilà, le conseil régional aussi a été sympa avec moi. C'est pas qu'on me donne l'argent, mais on me donne surtout de l'amitié. On me donne un petit quelque chose. De toute façon, il n'y a plus d'argent nulle part. Hein, voilà. Mais enfin, on vous donne les panneaux et puis les affiches. Là, il faut les faire. Oui. Non. Je suis au conseil général, au conseil régional. J'ai eu des petites sommes, voilà, et qui vont m'aider, évidemment. Non, je suis aidée. La mairie, la salle, tout ça. Non, je me sens soutenue. Voilà, je me sens portée par ces personnes politiques. Voilà, on essaie de m'aider comme on peut. Et ça me fait plaisir. Bon, c'est un dur défi, hein, parce que normalement, en 15 jours, faire une publicité qui aurait dû démarrer il y a des mois. J'ai mis la billetterie au dernier moment. J'ai réussi. Tout est fait au dernier moment. Parce que la date était prévue pour autre chose. Et que le temps était. Voilà, donc j'aurais bien voulu la reculer. D'ailleurs, je pense que j'aurais eu d'autres personnalités. Parce que j'ai eu. Je me suis battue aussi pour avoir une tête d'affiche. Et puis j'étais en contact même avec les plus grands chanteurs qui enfermaient des années. Et vous n'avez pas réussi à faire plier leur cerveau? Non, mais je peux vous dire qu'il y en a qui en avaient marre de moi. Hein. Je peux vous dire, le nom de mon asso, elle est montée loin. Hein. Il y en a qui voilà. Non, mais croyez-moi, hein, des gens qu'on connaît bien, et puis il y en a qui ont été touchés. Et puis il y en a un qui avait mal pris, et qui m'a même dit un truc pas sympa, mais je lui ai juste dit, vous savez pas ce que c'est de se battre. Voilà, je lui ai juste dit ça. Voilà. Mais sinon, les autres ont compris cette énergie. Je peux vous dire que j'ai été loin. Hein. Ils sont patients. Hein. Alors vous, c'est pas les vitamines. Vous mangez pas écolo ou bio. Vous prenez pas de vitamines ni rien. Quand j'en prends, Oui. ça vient d'ailleurs. Ça vient du cœur et puis de la Bretagne, du granit. De la mer, l'océan. Je vais vous dire. Océan. Oui, mais ça vient d'ailleurs. Je pense. Moi, c'est vrai que j'étais peut-être pas spécialement croyante avant. Mais c'est vrai que ça m'a aidé de faire des petites. De prier de temps en temps, seule dans mon coin. Ça m'a aidé un petit peu. Voilà. Oui, vos prières à vous, quoi. Voilà, mes prières à moi, voilà, exactement. Je crois qu'il y a quelque chose qui existe en haut. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, personne n'a réponse parce que personne n'est venu vous le dire. Mais de le croire, au moins, ça m'aide à avancer. Voilà, de le croire. Voilà. Voilà, c'est ce qui est. Voilà. Florence Pézenec, merci. Merci pour votre gentillesse.